Bienvenue sur Radio Mayuri Campus. Nous sommes avec Virginie Tengvald. Vous êtes réalisatrice. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous réalisez actuellement un documentaire sur votre famille qui porte plus principalement sur votre père qui était un aventurier, Peter Tengvald. À travers ce documentaire, qu'est-ce que vous cherchez à démontrer ? Ce que je découvre moi-même en réalisant le documentaire, c'est à quel point l'histoire familiale est importante, à quel point l'histoire qu'on se raconte sur notre vie et sur la vie de nos aïeux a une incidence sur notre vie au présent et a une incidence sur nos décisions, sur nos actions, et que c'est important d'avoir le contrôle de notre narratif, de notre histoire personnelle et de notre histoire sociale. Alors depuis 2009, vous participez à la scène artistique montréalaise dans le domaine de la musique, de la vidéo et de la poésie. Il faut dire que vous n'avez pas spécialement connu votre père. Vous aviez quel âge quand il est décédé ? J'avais 5 ans quand il est décédé, mais la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 2 ans. Alors, votre père, c'est une histoire qui vous a toujours fasciné, le fait d'avoir fait ce choix si singulier de parcourir les mers, les océans, et puis en fait, des voyages qui l'ont emmené jusqu'en Guyane. D'ailleurs, c'est pour cela que vous êtes en Guyane actuellement. Oui, j'ai toujours été fascinée par mon père. À défaut de l'avoir vraiment dans ma vie, j'avais l'histoire que je me faisais de mon père et l'histoire qu'on faisait de mon père parce que c'était vraiment un personnage plus grand que nature. C'était quelqu'un qui était entouré de beaucoup de mystères et qui était à la fois très admiré, à la fois très controversé. Et ça a occupé beaucoup de place dans mon esprit, dans la façon que j'avais de concevoir qui j'étais, concevoir la vie. Et oui, il a fait le tour du monde en bateau, à une époque où c'était encore très rare, dans les années 50, 60, 70, on était encore au début de ce genre d'aventure. Et après avoir fait son premier tour du monde en 65, il est venu s'installer en Guyane française pour construire le bateau de ses rêves, parce qu'il y a vraiment des bois excellents en Guyane française. Et il a construit pendant une période de 8 ans, il a construit un bateau qu'il avait dessiné lui-même, qu'il avait rêvé. Et c'est sur ce bateau-là que moi je suis née et que mon frère est né. Et après le naufrage, mon père il est mort dans un naufrage à Bonaire en 91. Mon frère a survécu à ce naufrage-là. Ma sœur est décédée avec mon père. Et mon frère a continué à vivre sur un petit bateau en bois, sans moteur, sans radio. Et il est revenu en Guyane. Et malheureusement, il est disparu en mer en 2014. Et la dernière fois qu'il a été vu, c'était en Guyane française. Et c'est pour ça que je m'intéresse à la Guyane française, que je viens ici pour voir s'il y a des mystères que je peux pas élucider, si je peux pas avoir de réponse en me promenant sur les ports, en parlant aux pêcheurs, aux plaisanciers. C'est très intéressant comme recherche. Alors, vous êtes né en mer dans les Antilles et grandi à Toronto au Canada. Pourquoi le choix du Canada ? Ah, ça c'est un hasard, c'est comme ça souvent pour les gens qui voyagent. Ma grand-mère s'était remariée avec un Américain qui s'était installé au Canada pour éviter la guerre du Vietnam. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Canada par hasard. La vie de la famille Tengvald, c'est une vie qui est faite de rencontres, de mariages, de divorces. Votre père, lui-même, il a été marié à 7 reprises, Oui, il a été marié 7 fois. dont 2 de ses épouses, malheureusement, qui sont mortes en mer. Oui, il y a 2 de ces femmes, la 5e et la 6e, qui sont mortes en mer dans des circonstances mystérieuses. C'est une des choses que j'essaie d'élucider aussi. Faut
préciser qu'après avoir fait faillite à Beverly Hills, c'était là dans les années 50, votre père, qui est d'origine norvégienne, a passé le restant de sa vie à arpenter les mers, les océans, sur un bateau construit de ses mains. Et c'est ce fameux bateau qu'il a construit intégralement en Guyane. Oui, il l'a construit, vraiment, il a dessiné, il est allé en forêt pour choisir les arbres. On l'a aidé à couper les arbres, mais à partir des troncs d'arbres, il a construit complètement tout seul un bateau de 49 pieds sur la plage en Guyane. Oui. Alors du coup, pour réaliser ce documentaire, vous avez mené une enquête aux quatre coins du monde sur les traces de la famille, des morts suspectes. Votre père, finalement, vous dites, c'est pas le héros qu'on vous avait présenté. Le fait d'avoir rassemblé toutes ces informations, ça a changé votre vision de votre père? Oui, absolument. Je crois que je l'admirais parce que je le voyais comme quelqu'un qui avait eu le courage d'être complètement libre, qui avait eu le courage de ses convictions. Et maintenant, je réalise que c'est une idée de la liberté qui est issue d'une culture patriarcale blanche, où est-ce qu'on dépend de l'exploitation des autres, de l'exploitation des femmes, l'exploitation des colonies, et je réalise que c'est pas une façon viable d'être libre. D'ailleurs, ça lui a fait défaut. Il a fini sa vie, je pense, reclus, coincé par ses idéaux, ses absolus, ses extrémités, et seul en fait, parce que on peut pas être libre vraiment en exploitant les autres. Est-ce que c'était quelqu'un de solitaire, votre père, par nature? C'est paradoxal parce que oui, il est très solitaire, il n'a pas beaucoup d'amitié pour le monde, c'est ce que je réalise, mais il a absolument besoin de voyager avec une femme. Il a absolument besoin d'être à bord avec une femme et des enfants. Alors nous, ce qui nous intéresse et ce qu'on a envie de savoir, c'est comment vous avez procédé pour recueillir toutes ces informations plusieurs années après, afin de pouvoir réaliser ce documentaire sur votre famille. Quelle a été votre démarche? D'abord, la première histoire que j'avais, c'était celle qui avait été écrite par mon père lui-même. Alors j'avais cette première version-là à partir de laquelle je pouvais travailler. Ensuite, ça m'a déjà donné des pistes pour trouver des gens qui l'avaient connu. J'ai été rencontrer certaines de ces personnes qui sont encore en vie, parce que mon père, il est quand même né en 1924. Alors, il y en a de moins en moins. De les rencontrer. Vous avez rencontré ses amis d'enfance, par exemple? Non, j'ai pas rencontré d'amis d'enfance. J'ai rencontré la fille de son agent. J'ai rencontré son meilleur ami qui avait 103 ans à l'époque, mais j'ai trouvé chez lui des correspondances. Et à partir de ces correspondances-là, j'ai trouvé d'autres noms que j'ai pu chercher. J'ai fini par en trouver pas mal, en fait, et ça m'a permis de me faire une idée plus claire de qui était mon père, des choix qu'il a fait. Alors, le documentaire est prévu de sortir en 2024. Quelles ont été les grandes étapes de sa préparation? D'abord, c'était la recherche et la scénarisation, de me dire à partir de ces informations-là, qu'est-ce que je peux comprendre de cette histoire. Et ça a pris beaucoup de temps de la structurer, de comprendre même à un niveau personnel de ce que ça voulait dire pour moi et comment je voulais mener la suite de mon enquête. Et les entrevues, souvent les gens ils savent pas trop quoi dire de mon père et de mon frère, à part que c'était des gens originaux, qu'ils étaient pas comme les autres, qu'ils ont fait des choix douteux, mais qu'ils étaient très intéressants, très courageux. Mais pour aller au-delà de ça, il faut vraiment poser les bonnes questions. Et j'ai appris beaucoup avec cet exercice-là. Ensuite, c'est de voyager au travers le monde, rencontrer les gens,
mener les entrevues, les enquêtes auprès de la police, de la CROSS, parce que il y a une enquête au sujet du meurtre de la mère de mon frère qui a été assassinée en mer aux Philippines. J'ai pu trouver cette enquête-là. J'ai pu retrouver l'enquête qui a été faite au sujet de mon frère qui est disparu en mer en 2014 en Guyane. On est en train de m'aider ici pour ça. Et, euh, et maintenant, je vais me retrouver avec tout ce matériel-là et devoir monter ça et faire une troisième écriture au niveau du montage. Alors, quand votre père, Peter Tangvald, disparaît en mer, il était accompagné de Thomas, votre frère, et de Carmen, qui elle aussi a trouvé la mort lors de ce naufrage. Et alors, Thomas, il va reproduire, il va avoir la même envie de parcourir les océans, de naviguer. Comment expliquez-vous cet élan de vouloir, de sa part, de vouloir reproduire en fait, la vie que son père avait finalement au départ? C'est une excellente question et c'est ce que j'essaie de comprendre aussi en faisant cette recherche-là, en regardant dans moi, parce que c'est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un qui a autant perdu en mer, il a vu sa mère être assassinée, il a vu après ça sa 6e femme tomber par-dessus bord et mourir en mer, il a vu notre père mourir dans le naufrage, il a entendu notre sœur se noyer, mourir dans le naufrage. Et c'est difficile de comprendre pourquoi, après tout ça, il avait quand même envie de passer sa vie en mer. Alors, j'ai plusieurs théories là-dessus, dont le fait que les histoires qu'on se fait de notre vie, les gens qu'on héroïse, qu'on admire, ont beaucoup d'impact sur nous. Je crois que parce qu'il a vécu toute sa vie en mer, c'était difficile pour lui de vivre, s'intégrer dans la société. Et moi, j'en viens à la conclusion qu'il y a plus de liberté que ce qu'on croit à vivre en société et de collaborer avec les autres. Et je crois que c'est ça l'erreur que mon père a fait, c'est de voir l'autre comme l'ennemi et de associer le contrôle et le pouvoir avec la liberté. Alors, Peter Tangvald, votre père, il n'a pas toujours été marin. Quel a été le déclic? Pourquoi du jour au lendemain, il a décidé de devenir aventurier? C'était un Norvégien. Alors déjà, c'est une culture qui est très, qui a tendance à faire beaucoup de voiles de leur enfance. Et quand lui avait 14 ans, il faisait beaucoup d'insomnie, il voyait un psychiatre, ce qui était assez peu commun pour les années 40. Et son père, à lui, quand il a su que son fils voyait un psychiatre, depuis 5 ans, il n'était même pas au courant, il lui a acheté un bateau et il l'a envoyé en mer pour en faire un homme, entre guillemets. Et c'est vrai que ça a réglé ses problèmes d'insomnie parce qu'il était complètement épuisé après. Mais après, il est allé travailler dans des usines en tant qu'ingénieur. Et je crois que c'est vraiment l'antithèse d'une vie libre et une vie d'aventure. Et je crois que c'était aussi beaucoup par réaction à ça qu'il a voulu partir en mer. Il a fait faillite. Il a fait faillite un jour. Il a perdu son statut social. Il s'est senti rejeté par ses amis. Et il était tellement déçu par les hommes qu'il a décidé de renouer avec sa passion d'adolescent et de partir en mer. Virginia Tangvald, vous préparez donc ce documentaire. Il faut dire que les images ont déjà été tournées en partie. La date de sortie est prévue pour 2024. Maintenant, vous auriez pu très bien écrire un ouvrage ou réaliser un film. Pourquoi le choix de ce format qu'est le documentaire et sur quel support sera-t-il diffusé?
Ça va être un documentaire cinéma qui va être diffusé en salle. Il va y avoir aussi après une version télévision. Et moi, Il y a déjà eu des approches, des accords qui ont été signés avec des chaînes de télévision. Oui, oui, il y a eu des accords, mais je me souviens plus c'est qui. C'est mes producteurs qui s'occupent de ça. Et j'ai tendance à oublier. Mais oui, il est vendu à la télé. Et puis après, pour la salle, il faut voir dans quel festival il va être pris. En premier temps, il passe en festival. Une fois que sa vie en festival est terminée, il va jouer en salle. Et en troisième lieu, il va jouer à la télé. Avant, vous aviez déjà réalisé d'autres films? Oui, j'ai réalisé des courts-métrages et des vidéoclips. Et j'ai fait beaucoup de musique. J'étudiais à l'université en guitare classique. C'était une façon pour moi, le cinéma, de concilier cet amour de la musique avec l'écriture, avec la poésie, des histoires, des personnes, étudier les destinées des personnes. Et c'est pour ça que j'ai fini par faire du cinéma. Et je crois que j'en fais un film parce que il y a beaucoup de mystères autour de mon père. Il y a des choses qu'on peut seulement dire par la poésie, qu'on peut pas dire avec les mots. Le cinéma, il y a un élément très musical, très poétique. Après, j'en fais un documentaire parce que c'est une histoire qui est composée de beaucoup de questions. Et si j'en avais fait une fiction, il aurait fallu que je trouve des réponses et que je décide d'une version de l'histoire à raconter. Et je voulais laisser plus de place aux questions. Dans ce documentaire, est-ce qu'il va y avoir des témoignages de Guyanais qui auraient côtoyé votre père pendant ces 8 années qu'il a passées chez nous? J'ai de la difficulté à en trouver, mais oui, il y a des Guyanais que je vais interviewer, oui. Est-ce qu'il aurait été fier de ce projet bon, vous l'avez peu connu, hein, vous l'avez dit en début d'entretien. Vous pensez que c'est quelque chose qui l'aurait plu? Non, je crois pas. Il était plutôt réservé. Oui, il n'était pas timide, mais oui, il était très réservé. Il avait un background de grande famille, et puis tout le monde qui l'a connu me dit ils n'ont jamais vraiment bien su qui il était. Même ma mère qui était mariée avec lui. Donc il était mystérieux. Oui, il était très mystérieux, même auprès des gens qui le connaissaient bien. Oui. Peter Tengwald, c'est le nom de votre père, marin, aventurier, qui a vécu en Guyane pendant 8 ans. Est-ce que vous pensez donner d'autres formes? Là, vous réalisez un documentaire, mais est-ce que à l'avenir, vous pensez à donner, par exemple, des œuvres au musée de Cayenne, de manière à ce qu'on puisse découvrir et mieux cerner la personnalité de votre père? J'y ai jamais pensé, mais c'est très intéressant. En effet, j'ai les plans de son bateau, que si ça peut intéresser un musée maritime en Guyane. Je crois pas qu'il y a de musée maritime, mais ça peut intéresser un musée en Guyane. Je sais qu'il est revenu en Guyane en 1982 et au début octobre 1982, et il y a un reportage qui a été fait sur lui, puisque c'était le premier à construire un bateau en Guyane. J'essaie de mettre les mains sur ce reportage-là qui a joué à France 3. C'est pas facile, c'est dans les archives. On dirait que c'est très loin dans les archives. Mais c'est une bonne question parce que ça quand même, ça fait partie quand même de l'histoire guyanaise. Mais bien vu, je vais étudier la question. Ce documentaire, est-ce qu'on pourra le visualiser en Guyane? Et quel sera son titre? Pour l'instant,
je l'ai appelé Les Enfants du Large, mais je réalise qu'il y a déjà des romans qui ont été écrits qui s'appellent Les Enfants du Large, alors je suis très embêtée. Je ne sais pas comment je vais l'appeler encore, mais j'imagine le nom à retenir, c'est Tangvald. Si vous voyez Tangvald, c'est en lien avec cette histoire. Et oui, certainement, je crois pas que le plan de distribution a encore été complètement dessiné, mais ce serait important qu'il joue en Guyane. S'il y a une chose que les Guyanais devaient retenir de ce personnage haut en couleur qu'a été votre père, Peter Tangvald, quelle serait-elle? Est-ce que les Guyanais en particulier, dans quelque chose en lien avec la Guyane, je ne sais pas ce que les Guyanais en particulier pourraient retenir. Peut-être, ce que j'ai découvert ici, c'est les bateaux de pêche au port. Et j'ai trouvé que c'était une vraie richesse, qu'il y avait des beaux bateaux de pêche en bois avec des pêcheurs qui pêchent encore à l'ancienne et que c'est une richesse sous-estimée qu'il y a ici en Guyane, que c'est vraiment très beau, c'est vraiment très traditionnel et je souhaite que on préserve cette culture-là, qu'on la protège un peu. Et sinon, ce que je retiens de la Guyane, c'est la richesse naturelle qui a fait en sorte que mon père y vienne ici. C'est un lieu vraiment paradisiaque, avec des arbres extraordinaires, du bois extraordinaire. Mais ça, les Guyanais le savent déjà. Mais ce que je retiens le plus, c'est que la liberté par l'exploitation, c'est un danger, c'est un leurre, et que je souhaite plus la collaboration. Et je crois pas que c'est un message que je dois nécessairement dire aux Guyanais, mais plutôt aux gens comme mon père qui s'installent en Guyane. Alors, on a compris, votre père était un amoureux de la mer, des grands espaces. Il a passé une bonne partie de sa vie à parcourir les mers, parcourir le monde. Est-ce que vous avez hérité cela? Est-ce que vous l'avez hérité? On sait aussi que votre père était en quelque sorte en quête d'une certaine liberté, le fait de ne pas avoir de compte à rendre aux gens, de pouvoir dessiner sa vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous perpétuez? Oui, absolument. Ça a caractérisé tout mon cheminement, toute ma quête. C'est important d'avoir une vie qui nous appartient vraiment. Et on vit dans un système qui peut nous aliéner. Je crois que le défi, c'est de trouver comment on réussit à être soi-même et à être libre et d'utiliser ce système de mettre ce système au service de notre humanité et de ne pas perdre notre humanité pour servir ce système. Mais il y a moyen de vivre ensemble et de trouver sa liberté. Et je pense que les autres, il faut les voir plus comme pas un moyen, mais des amis. Des alliés, exactement, c'est le mot que je cherchais. C'est des alliés dans notre quête de liberté. Merci beaucoup pour cet entretien, Virginia Tangvald. Je rappelle que vous êtes réalisatrice et que vous êtes en ce moment même en train de réaliser un documentaire sur la vie de votre père, Peter Tangvald, et qui a parcouru les mers, qui a parcouru le monde, qui était un aventurier, un marin, et qui a passé 8 ans de sa vie en Guyane. Merci. Merci à vous. Je suis ravie, je suis très touchée par votre intérêt pour cette histoire.